Comme j'étais le dernier, je reprends en premier, c'est ça. Alors j'aimerais, et je me tourne vers Nabil, j'aimerais qu'on fasse fi du déterminisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'y a pas qu'une façon de décrire des royaumes, même si pendant très longtemps on a toujours sur le modèle de fantaisie, de type monarchie, royaume, etc. Il serait faux de croire que les auteurs que vous avez ici, et je m'y inclus, sont un peu dans des canevas un peu clichés, un peu classiques. Finalement, parler de royaume et parler de roi, c'est à se donner une très grande liberté. Même la forme monarchique, on peut la voir de notre point de vue aujourd'hui de façon monolithique, c'est une monarchie, etc. Alors qu'en fait, il y avait énormément de variations possibles. La part de la religion pouvait être très différente, le poids des institutions, le poids de l'aristocratie. Les monarchies dépeintes par Régis ou Pierre n'ont pas forcément les mêmes éléments ou les mêmes éléments en puissance, en force. Par exemple, le rôle de l'aristocratie peut être très important. Moi, je m'intéresse beaucoup aux institutions, donc on voit aussi le rôle des parlements, etc. Donc souvent, c'est l'occasion de se servir de l'histoire avec une sorte d'un ensemble d'outils qu'on a à notre portée de main et où on peut tout réinventer. Dans Tancrède, évidemment, moi je me suis plongé plutôt sur la féodalité, sur les rapports, les fameux liens vassaliques, les liens de fidélité, etc. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est peut-être que quelque chose dont on n'avait pas vraiment conscience lorsqu'on parle de la croisade, c'est que des deux côtés, que ce soit du côté du monde musulman ou du côté du monde chrétien, ces féodalités étaient extrêmement développées. Et qu'en réalité, les liens de fidélité, les rapports personnels, la puissance associée à la possession même de la terre étaient aussi très présents dans un monde féodal d'une grande complexité des deux côtés, aussi bien du côté musulman que du côté chrétien. Donc au fond, on fait de l'histoire ce qu'on veut dans la mesure où on est dans la fiction. On utilise les éléments que l'on veut asservir en quelque sorte à l'histoire que l'on va raconter. Et c'est ça l'essentiel, de raconter une belle histoire, une histoire captivante, je pense. David, pourquoi ces royaumes alors Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en valeur en choisissant ce thème? Je suis assez d'accord avec ce que dit Hugo dans la mesure où... ouais, déjà il parle bien. Le saligo. Oui, en fait, par rapport à la question du déterminisme, c'est vrai que comme il dit sur la fin, on a la chance, en fait, quand on crée un univers, de pouvoir en faire à peu près ce qu'on veut. C'est ce qui nous rend dangereusement proches des chirurgiens, avec cette impression de toute puissance, de démiurge. Donc faut faire attention, parce que, voilà. Mais du coup, en fait, ça permet de servir, en fait, comme il disait, le propos de l'histoire. En fait, ce qu'on veut raconter, c'est pas tellement, en tout cas en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, ça sera mieux. C'est pas tellement, en fait, de décrire un univers, c'est pas tellement de décrire des royaumes qui fonctionnent de telle ou telle manière, mais c'est de placer des cadres, en fait, qui rendent cohérents ou vraisemblables les personnages et les comportements qu'on veut y faire progresser. Donc, en fait, on essaie de construire en quelque sorte une quiddité des personnages avant même qu'il existe, et pour cela, en fait, on est obligé de créer un cadre qui va permettre, en gros, de justifier leur essence, de justifier leur comportement, alors même qu'on n'aura pas toute la complexité sociale, historique, philosophique, politique, morale qu'on a dans notre réalité. Donc c'est vrai, le but c'est de créer des univers cohérents qui nous permettent d'avoir des personnages cohérents. Et la question des 6 royaumes, c'est un découpage qui est simplement simple. C'est simple et c'est pratique. C'est pratique et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. À partir du moment où c'est pas, ça ne gêne pas, c'est pas redondant, ou ça aide à la lecture ou ça aide à la création, je pense que le concept de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 royaumes qui permettent de représenter des peuples, des mentalités, des cultures différentes, ça restera riche, ça restera intéressant. Moi, c'est... 7, oui, presque 8. Oui. Alors, là, il y a plusieurs questions contenues en une seule. Il y a la question du cadre médiéval. Bien sûr que le cadre médiéval vient forcément de l'histoire. À partir du moment où on met des gens en armure, qu'on les met dans un décor de château qui sont bâtis en pierre, et qu'ils montent sur des chevaux pour partir au combat, effectivement, ça renvoie donc au monde médiéval que nous connaissons bien. Alors, le grand avantage, c'est que d'une part, moi ça me fait rêver, c'est une période que je ne vivrai pas, heureusement, parce que bon, les anesthésies dentaires à cette époque-là, bon, c'est ce que c'était, et j'ai pas de très bonnes dents, donc il faudra fantasmer un Moyen-Âge idéalisé non plus. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant, parce que d'une part,
ça nous envoie dans un imaginaire qui est déjà codifié, qu'on connaît un petit peu, et ça permet de rentrer avec le lecteur dans une espèce de consensus. On est au Moyen-Âge, nous avons tous des représentations de ce que c'est que le Moyen-Âge, et ça permet d'une manière assez facile de fixer un décor commun qui appartient à la culture commune. On pourrait imaginer d'autres livres dans lesquels on va fabriquer une structure politique complètement différente, mais dans lesquels il faudra faire un effort de didactique au début du livre pour nous aider à comprendre dans quel monde on arrive. Et le fait de se référer donc à l'histoire et à une connaissance commune de cette histoire permet de rentrer plus facilement dans le récit, puisqu'on a déjà une grande partie du décor qui est posée. Alors, les 7 royaumes, c'est très rigolo parce qu'au début, je ne savais pas qu'il y en aurait 7. Je me suis seulement amusé à faire rentrer un maximum de poncifs possible dans un titre le plus court possible. Et donc, c'était un jeu, 7, il y a partout, c'est toujours 7 épées, 7 royaumes, 7 chevaliers, etc. Ça m'amusait, donc c'était vraiment presque un gag, un peu comme cette histoire du sang des 7 rois a démarré sur une impulsion et de manière un petit peu inattendue. Donc le sang pour l'héritage, j'avais toute une liste de mots qui arrivaient les uns derrière les autres, le sang, l'héritage, l'héritier, etc. Le 7, on va le garder parce que c'est un nombre qui va être auréolé d'un certain nombre de mystères un peu kitsch. Et puis ensuite les rois, ça aurait pu être le royaume, ça aurait pu être à peu près n'importe quoi. Donc comme c'était le son de 7 rois, ensuite il y avait eu 7 royaumes parce qu'il faut bien les mettre quelque part, mais en réalité il y a le côté pratique du monde médiéval qui donne des repères. À côté de ça, la construction que j'essayais de mettre en place dans le son des 7 rois, c'était beaucoup plus l'idée d'une apparence de solidité et de tensions sous-jacentes qui pouvaient à tout moment remettre en cause ces éléments-là. En réalité, il y a très peu de temps que je sais qui sont les 7 rois. Il y a 2 ou 3 mois que je l'ai découvert, à la suite d'une promenade dans les bois avec mon épouse, et on a terminé, on a rangé les baladeurs, on courait, et je dis, je sais qui sont les 7 rois. Et, voilà. Et donc, autrement dit, c'est un monde de fantaisie dans lequel à la fois on pose des repères communs dans le domaine médiéval, et en même temps dans lequel, du fait que c'est pas le vrai Moyen-Âge, par exemple, ça c'est censé se passer au début du 9e siècle, mais les armements, l'architecture, le système féodal n'est pas celui du 9e siècle chez nous. Ça correspondrait beaucoup plus au 12-13e siècle, par exemple, donc du Moyen-Âge occidental. Autrement dit, on est à la fois avec l'appui de l'histoire, et en même temps, on peut se permettre, dans la fantaisie, d'en faire exactement ce qu'on veut. C'est juste établir un consensus avec le lecteur qui permet de gagner beaucoup de temps et de nous plonger dans un imaginaire commun et qui m'intéressait beaucoup. J'ai un petit peu oublié la question. Est-ce que la structure politique du Haut Royaume et des différents royaumes qu'il chapeaute, c'est un échiquier à la Game of Thrones, c'est quelque chose qui permet de déplacer des pièces des personnages, ou est-ce que derrière il y a un modèle politique, un modèle historique que tu avais envie de revisiter avec cette construction-là? Est-ce que c'est littéraire, ou personnel, ou historique? Moi, ce que j'avais dans ma ligne de mire, c'est un référent qui est à la fois littéraire et historique, puisque c'est une œuvre et c'est Les Rois Maudits. Donc, je me renvoyais à la fois à une tradition romanesque et à un type de récit historique épique qui, à la différence en ce qui me concerne, la différence de Dorion, je m'inspirais moi d'une époque qui n'a pas existé, que je me contente d'inventer. Mais sinon, la démarche, finalement, moi, je la voulais semblable. L'avantage des royaumes, c'est qu'à leur tête, ils ont des rois, donc on peut avoir un roi maudit ou des reines, on peut avoir une reine maudite, et un roi maudit, c'est un peu plus sexy qu'un président de la République maudit ou un président du Conseil maudit. Là, il y a quelque chose qui relève du fantasme. Oui, absolument, oui. Mais ceci dit, le roi maudit qui, pourrissant sur son trône, ne veut pas renoncer au pouvoir, il est là, on ne peut pas y faire grand-chose. Quand c'est un président de la République, il peut quand même être éjecté aux prochaines élections. Il y a quand même une dimension tragique un peu inférieure, je trouve. Non mais blague à part, oui, moi c'est à ça que je renvoie, c'est à une dimension tragique dans presque tous les sens du terme. Si vous prenez la tragédie classique, ça raconte des histoires de rois, de reines, de grands prêtres, d'héritiers. C'est parce qu'il faut que les gens qui sont plus ou moins maîtres de leur destin et qui vont vers une destinée sombre en général, n'aient personne au-dessus d'eux, si ce n'est éventuellement les dieux.
il faut que ce soit eux qui fassent les lois, il faut que ce soit eux qui puissent décider, qui puissent avoir droit de vie et de mort, ou presque, puisque, et là je rejoins ce qui a été dit au sujet de la période médiévale, ou du moins de la période monarchique française, elle était loin d'être absolue de A à Z, tous les rois n'étaient pas Louis XIV, et même lui était obligé de composer avec, comme tu le disais Hugo, des traditions, des pouvoirs locaux, des parlements, qui étaient d'ailleurs élus, alors pas au suffrage universel, mais ces types étaient quand même des représentants, votaient les lois, en discutaient, pouvaient contester le pouvoir royal, enfin c'était pas toujours personne n'a jamais dirigé la France d'un claquement de doigts, à part peut-être un type qui n'était pas un roi et qui était un empereur. Mais sinon, donc même si on s'inspire, je crois, précisément de l'histoire, ce que je conseille à tout le monde, parce que l'histoire a un talent fou et une richesse d'intrigues, enfin dans la série des coups tordus dynastiques, on n'a rien inventé, on a 1000 ans de monarchie française, il n'y a qu'à piocher dedans, on les a tous. Hein. Donc c'est justement la complexité qu'on peut prendre plaisir ou pas d'ailleurs dans la fantaisie à mettre en scène, parce que je pense aussi qu'il peut y avoir, bon certes moi j'ai l'impression quand même, à tous mes condisciples ici, on a pris plaisir à décrire des univers un peu compliqués, avec des ambitions contraires, des destins, mais on peut aussi avoir des choses beaucoup plus simples, avec un roi qui est juste là pour être le roi et incarner quelque chose, et puis à côté de ça, on raconte d'autres histoires qui peuvent être également fascinantes. Finalement, ce qui nous distingue peut-être, c'est qu'on essaye d'écrire une fantaisie politique, plus que épique ou héroïque.